Vous êtes-vous déjà rendu compte que nous, les Européens, en 2025, vivions dans un confort bien supérieur au roi de l'époque? Pensez-y, Louis XIV n'avait ni électricité, ni eau courante, ni chauffage central. Il ne pouvait pas commander un repas sur son smartphone à 23 heures, ni regarder la dernière série Netflix dans son lit. La médecine de l'époque était souvent même plus dangereuse que bénéfique. Mais cette comparaison soulève une question cruciale. Ce confort est-il vraiment durable? N'est-il pas en train de nous mener droit dans le mur? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, à travers un livre qui mêle bande dessinée et réflexion sur notre avenir. Et ce livre, c'est Ressources de Philippe Biouy et Vincent Perriot. Alors attachez vos ceintures, on va voyager dans le temps et l'espace pour comprendre pourquoi notre niveau de vie actuel pourrait bien n'être qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Inspiration. Mais où est-ce que j'ai trouvé ce livre, me direz-vous? Eh bien, en me baladant à Cultura, j'ai été attiré par la couverture du livre, dans la section des romans graphiques, où je me suis aventuré par curiosité. J'ai vu en grand écrit ressources et j'ai compris que c'était un livre sur l'écologie. Après, j'ai vu que le livre avait été écrit par Philippe Biouy. Génial! Pour le contexte, Philippe Biouy, c'est un peu un dieu pour moi parce qu'il a écrit L'âge des low-tech, un livre que j'ai adoré. Je vous ferai un épisode dessus un jour, promis. Et c'est un livre que j'ai passé d'ailleurs à plusieurs personnes et je l'ai tellement prêté que la couverture s'est abîmée rapidement. Ça m'était jamais arrivé, mais au moins le livre a été rentabilisé et il a servi à créer un vrai impact. Bref, j'ai le livre dans les mains, je l'examine avec intérêt et là, je vois le prix. 30 euros. 30 euros. Pour faire la comparaison, L'âge des low-tech, c'est 11 euros. Mais bon, Le Monde sans fin, un autre roman graphique de ce type sur l'écologie, dont j'ai déjà parlé dans le book club, écrit par Jean Covici, c'était 31 euros. Et je me dis honnêtement que ça fait cher pour un livre sur l'écologie de vulgarisation, qui plus est. Tout le monde ne va pas acheter un livre à 30 balles pour se familiariser avec les notions liées à l'écologie. Mais bon, si Le Monde sans fin a réussi à finir le livre le plus vendu de l'année 2021, je me suis dit qu'il fallait quand même que je donne sa chance au livre. En plus, j'adore Philippe Biouy. Alors je me suis dit qu'à défaut d'être un bon livre, ça ferait sûrement un bon épisode, et me voilà donc aujourd'hui avec vous pour vous le présenter. Parlons d'abord de mon expérience de lecture. Ressources est le fruit de la collaboration entre deux Bordelais. Philippe Biouy, ingénieur et penseur des low-tech, et Vincent Perriot, qui lui est dessinateur de science-fiction, qui est reconnu pour sa série Négaliode. Et ensemble, ils signent un roman graphique qui mêle récit documentaire et fiction spéculative. On y suit donc un duo, l'expert, Philippe Biouy, et le candide, Vincent Perriot, à travers le temps et l'espace, de la Grèce antique aux utopies spatiales de Jeff Bezos par exemple. L'objectif? Déconstruire les mythes technologiques et proposer des alternatives concrètes pour un avenir soutenable. Et je vous avoue que j'ai été un peu surpris par la tonalité de l'ouvrage. Tenter de nous sensibiliser au fait qu'on va perdre en confort à l'avenir à cause du manque de ressources et à cause du réchauffement climatique, et donc nous dire qu'il faut faire attention à nos utilisations de ressources, c'est bizarre quand on nous le raconte depuis des vaisseaux spatiaux et dans des combinaisons futuristes à gogo. C'est un choix audacieux de Philippe Biouy de s'être associé avec un dessinateur plus orienté science-fiction parce qu'on retrouve ce côté assez fantaisiste et assez futuriste qui clash un peu avec le message que l'ouvrage essaye de faire passer initialement. J'ai aussi été étonné sur le contenu où je m'attendais à ce qu'il y ait un vrai raisonnement structuré comme dans l'âge des low-tech par exemple, ou dans Le Monde sans fin de Jean Covici, et pour le coup c'était plutôt un cours d'histoire, un récapitulatif historique. Mais finalement, je le rappelle, c'est un ouvrage de vulgarisation, pas d'expertise, et on a un vrai récapitulatif historique qui est amené progressivement, et pour le coup, le format roman graphique s'y prête plutôt bien je trouve. Au final, Ressources, c'est une sorte de fresque graphique sur les limites planétaires. Parlons enfin des idées abordées par l'ouvrage pour bien comprendre le problème soulevé. La première idée clé, c'est le terme cornucopien qui est abordé par Philippe Biouy dans l'ouvrage. Et le terme cornucopien, il vient de la corne d'abondance de la mythologie grecque, qui est symbole d'une richesse inépuisable. Aujourd'hui, ce terme désigne ceux qui croient que l'innovation technologique permettra de surmonter toutes les limites naturelles. Pour que vous puissiez comprendre le terme, je vais l'utiliser dans une phrase. Je cite la page 45 du livre. Les cornucopiens pensent que la technologie résoudra tous nos problèmes sans jamais remettre en question notre modèle de consommation. Et donc,
être cornucopien, c'est penser que les innovations technologiques comme l'intelligence artificielle, la fusion nucléaire ou encore les techniques de captation de CO2 dans l'atmosphère vont nous sauver du réchauffement climatique. Être cornucopien, c'est croire en cette vision d'un futur qui passe par la technologie et qui est incarné par des figures comme Elon Musk ou Jeff Bezos qui envisagent la colonisation de l'espace comme une solution aux problèmes terrestres. Mais surtout, être cornucopien, c'est ne pas voir que l'écologie n'est pas un problème d'usage, mais de ressources. Certes, on pourra toujours inventer des machines qui polluent moins. On peut décarboner l'automobile en proposant des voitures électriques qui n'émettent plus de CO2 en roulant. Mais ces voitures électriques sont 1,5 à 2 fois plus consommatrices en ressources que les voitures thermiques à essence. Et en fait, la raréfaction des ressources, c'est ce qui représente un vrai risque pour notre planète, au-delà des problèmes déjà identifiés d'émissions de CO2, d'acidification des océans, etc. C'est pour ça qu'être cornucopien, c'est ne pas comprendre que les ressources limitées de la planète rendent par défaut impossible, inconcevable, une sortie du réchauffement climatique via la technologie. Et ça, c'est ce qu'ont compris plutôt les Malthusiens, et c'est la deuxième idée que je veux vous présenter dans le livre. Thomas Malthus est un économiste du XVIIIe siècle qui soutenait que la population croît plus vite que les ressources, menant inévitablement à des crises. Donc dans le cas de Malthus, c'était des famines, des guerres, des épidémies, qui vont rééquilibrer brutalement le système. Sa doctrine, fondée sur l'idée d'un monde aux ressources limitées, a donné naissance au courant néo-malthusien au XXe siècle, avec des penseurs comme Paul Ehrlich ou le Club de Rome dont je parlerai un petit peu plus tard, qui alertent non seulement sur la surpopulation, mais aussi sur la surconsommation et l'épuisement écologique. Leur message est clair, c'est qu'une croissance infinie dans un monde fini mène droit à l'effondrement. Malthus écrivait « La puissance de la population est indéfiniment plus grande que celle de la Terre pour produire les subsistances de l'homme. » En fait, les Malthusiens, à l'origine, ils suivent donc la pensée de Thomas Malthus. Ils estiment que la population augmente plus vite que les ressources, ce qui conduit inévitablement à des crises naturelles. Et ça va limiter la croissance naturellement. Pour eux, ces crises, qui vont limiter la croissance ou même réduire la population, sont nécessaires, presque naturelles, parce qu'elles permettent de réguler la population qui ne peut pas augmenter indéfiniment. Les néo-malthusiens, eux, de leur côté, reprennent cette idée de déséquilibre, mais dans un contexte moderne. Ils insistent moins sur les famines et plus sur la pression écologique, la raréfaction des ressources, la pollution, le changement climatique, la perte de biodiversité par exemple. Leur discours met l'accent plus sur la surconsommation, pas seulement sur la surpopulation. Et contrairement à Malthus, ils plaident souvent pour des politiques actives, donc le contrôle des naissances, la décroissance, la transition écologique, en gros une action de l'homme plutôt qu'une crise que l'homme va subir. Philippe Biouy, dans Ressources, reprend cette idée-là en déclarant « Nous finirons par être contraints par la disponibilité en ressources, ce qui nous obligera à évoluer dans notre manière de consommer. » L'idée, ce n'est pas de tomber non plus dans le pessimiste stérile, mais de mettre en place une approche, ensuite, qui va nous inviter à repenser nos modes de vie pour éviter l'effondrement, puisque dans l'esprit des néo-malthusiens, cette parenthèse historique de surconsommation n'est pas durable. Et toujours dans cet aspect de mémoire historique, Philippe Biouy nous explique aussi qu'un énorme avertissement a été ignoré en 1972. Et c'est là qu'on va parler du Club de Rome, puisque le Club de Rome, c'est un groupe de réflexion internationale qui a été fondé en 1968, qui est composé de scientifiques, d'économistes, d'industriels et d'intellectuels de divers pays. Son objectif était de réfléchir aux grands défis mondiaux à long terme, notamment les limites écologiques de la croissance économique. Le Club de Rome est devenu célèbre grâce au rapport Meadows. En 1972, le rapport Meadows a été commandé par le Club de Rome. Il modélise les conséquences d'une croissance exponentielle dans un monde fini. Et ses conclusions sont sans appel. Sans changement radical, l'effondrement sera inévitable. Philippe Biouy nous explique que le rapport Meadows reste d'une actualité brûlante, pourtant, à l'époque, il a été largement ignoré par les décideurs. Le roman graphique Ressources rappelle que, malgré les alertes, notre trajectoire reste inchangée, parce que nous restons guidés par une foi aveugle en le progrès et en la technologie. Alors, si on fait le bilan de tout ce qu'on a dit, où est-ce qu'on en est ? On a vu notamment dans les épisodes précédents qu'on a fait sur l'écologie, notamment celui sur Le monde sans fin de Jean Covici, que les activités humaines polluent et réchauffent le climat, en rendant la planète moins accueillante pour l'être humain.
De leur côté, les cornucopiens pensent que la solution peut venir des innovations technologiques. Ils espèrent qu'on peut trouver des technologies qui sont moins polluantes et qui vont nous permettre de garder le confort de vie et l'abondance qu'on a aujourd'hui pour continuer de vivre comme des rois à l'avenir. Les malthusiens, ou les néo-malthusiens, eux, voient le caractère fini des ressources de notre planète et estiment que sans modération, sans décroissance, on ne pourra pas surmonter le réchauffement climatique. Et donc, encore une fois, on en revient à la solution dont Philippe Biouy est la tête de proue, les low-tech. Face aux limites des high-tech, Philippe Biouy propose les low-tech, des technologies simples, durables et réparables. Pour l'exprimer simplement, et avant que vous vous plaigniez qu'on va devoir revenir à l'âge préhistorique, Philippe Biouy écrit « Les low-tech ne signifient pas un retour à la bougie, mais une hiérarchisation de nos besoins en conservant par exemple les investissements dans le domaine de la santé tout en limitant l'usage de gadgets superflus. C'est une invitation à repenser notre rapport à la technologie en privilégiant l'utilité à l'innovation pour l'innovation. Pour imager simplement, les low-tech, c'est choisir de prendre son vélo pour aller voir un coucher de soleil avec des amis plutôt que de s'effondrer devant 3 épisodes d'une série en y consommant, sans y penser, plusieurs kilos de CO2. C'est transformer un trajet du quotidien en un moment d'activité physique en plein air au lieu de rester coincé 25 minutes dans les bouchons pour aller s'asseoir encore devant un autre écran. Être low-tech, c'est préférer un outil simple, robuste et multifonction à une collection de gadgets ultra spécifiques, fragiles et impossibles à réparer. C'est refuser d'acheter une perceuse connectée dernier cri quand on n'en a besoin qu'une fois par an. C'est reconnaître qu'on n'a pas besoin de complexité pour bien faire les choses. Être low-tech, c'est aussi reconnaître que la technologie, à force de vouloir nous simplifier la vie, a souvent dénaturé ce qui nous rendait profondément heureux. Le silence, la lenteur, le contact direct avec le réel, les mains dans la terre, les soirées sans notification, les repas partagés sans écran. Être low-tech, c'est comprendre qu'il vaut mieux moins d'encombrement et plus de vie, moins d'objets et plus de liens, moins de vitesse et plus de présence, moins de technologie, mais plus d'efficacité et d'efficience. Et je détaillerai le mode de vie complet proposé par les low-tech dans un autre épisode, puisque là n'est pas le sujet. Mais ce mouvement initié par des ingénieurs est une vraie alternative pragmatique, pensée non pas sans la technologie, mais malgré ou avec la technologie, en se concentrant sur la valeur intrinsèque qu'elle peut nous apporter, sans tomber dans les dérives que l'on constate à notre époque. Et pour conclure, la vraie question qu'on se pose dans ce book club, c'est est-ce qu'il faut lire Ressources de Philippe Biouy ? Au final, l'approche historique est pertinente. Elle permet de comprendre les différents courants de pensée qui nous ont amenés à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec nos fausses croyances, nos préjugés et nos fondations bancales. Et j'en discutais avec des collègues en fin de journée hier, et je leur disais qu'en vrai, le livre, c'est dommage qu'il fasse 30 € pour vulgariser un sujet aussi important que les ressources et l'écologie. Mais je me disais qu'il était quand même méga intéressant et qu'il méritait d'être lu. Ressources, c'est plus qu'une bande dessinée ou qu'un roman graphique banal. C'est un vrai manifeste qui prône une transition écologique lucide et volontaire, en mêlant la rigueur scientifique et la puissance narrative que Philippe Biouy et Vincent Perriot nous offrent. Et ça en fait une œuvre qui reste accessible et assez percutante. Et moi, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt de lire L'Âge des low-tech si vous voulez aller plus dans le détail, avoir un ouvrage plus complet, mais qui est franchement moins évident à lire car il est plus technique. Mais d'un coup, j'ai eu un eureka. Et la bonne nouvelle, c'est que Philippe Biouy a pensé à tout. Je fais encore un peu de pub pour lui. Si vous voulez profiter de la sensibilisation de Philippe Biouy, je pense qu'il m'a entendu parce qu'il a sorti récemment un contre-livre. Ce livre, il s'appelle L'insoutenable abondance, qui coûte seulement 3,90 €. Il est super sobre, pour vous dire, je l'ai dans les mains, et c'est juste des feuilles A4, qualité journal assez robuste, pliées en deux et agrafées pour faire un petit livret. On a un ouvrage qui fait une 60aine de pages et qui est beaucoup plus à l'image des low-tech de Biouy. Et je viens de finir de le lire et je l'ai adoré. Il aborde les problèmes de ressources d'un point de vue un peu plus adulte, moins imagé certes, mais qui reste accessible à tous, je pense, et terriblement d'actualité puisque Philippe Biouy intègre les nouveaux usages de l'intelligence artificielle dans son livre. Et pour ceux qui me reprocheront de ne pas avoir fait un épisode de Book Club sur l'insoutenable abondance plutôt que de ressources, sachez que ça m'a inspiré à vous préparer un épisode plus global à la sauce Biouy qui arrivera dans les prochaines semaines. Donc restez attentifs aux prochaines sorties, activez la cloche sur Spotify ou Deezer pour être alerté quand on sortira nos prochains épisodes
Et comme ça, vous ne le louperez pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous encourage encore une fois à adopter ce prisme dans votre vie de tous les jours et de vous rendre compte des ressources que vous utilisez en plus de votre empreinte carbone, et vous constaterez que notre mode de vie est très exigeant envers la planète et que si nous ne ralentissons pas, il sera très compliqué de garder notre confort, qu'il soit garanti par des technologies toujours plus inaccessibles par manque de ressources ou par les contraintes climatiques qui seront toujours plus difficiles pour les humains. Je vous laisse y réfléchir et n'hésitez pas à nous partager vos réflexions ou retours en commentaire de l'épisode ou en message privé, ça nous fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.